18.11.2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 268 de la guerre en Ukraine. Bienvenue, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à tous les membres, nouveaux ou anciens, abonnés et surtout à l'équipe Algo, toujours présente. Les Russes essaient d'encercler la localité de Yampil en formant une poche et de forcer les unités ukrainiennes présentes à se rendre. Actuellement, c'est la 119e. La 119e brigade de défense territoriale est stationnée ici pour couvrir précisément la route T0513. De l'autre côté se trouve le 19e régiment de la 67e. Division, c'est ce régiment de chars ici, et la 169e. Brigade de fusiliers motorisés, également connue comme une brigade d'assaut. Autrement dit, avec une capacité offensive théorique supérieure. Leur objectif sera d'atteindre cette route ici, de repousser un peu plus loin la 119e brigade, avant prendre Jampil et s'en servir comme tremplin pour s'approvisionner ici et lancer d'autres attaques vers la route. Je pense qu'ils veulent ensuite essayer de prendre cette route ici, puis d'avancer ici par l'autoroute en direction de Liman. Ils font tout cela parce qu'ils échouent depuis 2 ans à progresser ici, à Torske. Ils n'ont toujours pas réussi à conquérir complètement l'endroit et ils n'ont pas non plus réussi à avancer ici davantage vers l'ouest. Pour justement atteindre Liman par cette route ici, donc en venant pratiquement de l'accès est. Ainsi, les Russes, comme souvent lorsqu'ils sont bloqués, cherchent une autre voie et progressent. Ils ont trouvé ici où seule une brigade défend. Je n'ai presque rien vu d'autre ici, même en cherchant. En bas, quelques brigades ukrainiennes restent responsables de cette zone, notamment près de Siversk. Cependant, il n'y a presque rien qui couvre toute cette zone ici, et je suppose que tout cela relève de la 119e. Cela relève de la brigade de défense territoriale, alors que Torske est encore considéré comme un lieu de fixation des troupes ukrainiennes. Sur la ligne de défense de Torske à Siversk, c'est sans doute le point le moins défendu, d'où les tentatives russes de le prendre. Hier, il y avait un article assez intéressant sur la British Broadcasting Corporation que je voudrais brièvement discuter ici. Car il montre l'évidence que beaucoup ne veulent pourtant pas voir. À mon avis, beaucoup de politiciens et industriels occidentaux ne l'admettent même pas vraiment. Un major ukrainien se trouvait en Pologne sur un terrain d'entraînement de l'OTAN afin de former des pilotes de drones polonais et de montrer tout ce qu'il est possible de faire avec des drones. Comme certains États de l'OTAN ont encore un accord, notamment avec l'Ukraine, qui vise à produire des drones et à assurer une formation dans les 2 sens. Cela signifie donc pour l'OTAN, ce qui est à son avantage, qu'elle peut apprendre des expériences directes et des développements d'une guerre de drones en cours et former ses membres sur cette base. Et pour l'Ukraine, cela signifie qu'elle reçoit des ressources, des financements supplémentaires, ainsi que des sites de production. L'exercice était assez simple. Le major ukrainien et ses hommes se sont retranchés dans une position, et des parachutistes polonais avaient pour mission d'infiltrer et de prendre cette position sans être découverts. Mais la manœuvre a échoué à chaque fois, car les pilotes de drones ukrainiens, à l'aide d'un simple drone Mavic, pouvaient donc repérer les parachutistes polonais à longue distance et les cibler sans cesse. Peu importe leur tentative d'approcher ce système de tranchées, même bien avant d'être vraiment proche de l'Ukraine. Le chef de section polonais, qui s'appelle Jakub, c'est un nom modifié. Il a alors demandé s'il était possible de se passer des drones, car sinon il ne pourrait pas s'approcher suffisamment, et le major ukrainien a simplement répondu par cette phrase « Jakub, ce n'est pas possible. Malheureusement, nous nous préparons à une guerre. » Ce n'était qu'un exercice, mais cela montre à quel point même les petites drones de reconnaissance ordinaires, que chacun d'entre eux peut acheter sur Amazon, sont importantes. Alors que je vois toujours l'accent mis en Occident sur des variantes très coûteuses qui possèdent souvent plus de fonctions ou sont censées en posséder plus que nécessaire. D'un autre côté, cela montre aussi que les drones ne sont pas le seul problème, mais surtout lorsqu'on ne dispose pas de suffisamment de moyens de défense, voire d'aucun, comme dans ce cas. Et c'est pourquoi on ne peut même pas avancer de quelques centaines de mètres sans être repéré. Restons sur les drones. Dnipropetrovsk a encore subi une attaque nocturne de drones. D'après les habitants, plus de 20 explosions ont été entendues, ce qui est considérable pour une attaque locale. Les Russes ont aussi frappé la tour de télévision et endommagé à nouveau les infrastructures. La légende inversée de la percée russe commence maintenant. Les blogueurs pro-guerre qui ont renforcé pendant des années la ligne et le récit de Moscou sont de plus en plus dans le viseur des autorités.
Qu'avez-vous fait? Des noms comme Roman Alyoshin et Tatiana Montian illustrent une large vague de procédures. Tout y est, de l'accusation d'être un agent étranger jusqu'aux accusations de terrorisme. Leur soi-disant crime consiste à avoir ouvertement critiqué les défaillances militaires, la corruption et le chaos dans la chaîne de commandement. Il y a environ 2 mois, j'ai dit de façon moqueuse dans un rapport de situation que je remarquais que de plus en plus de blogueurs de guerre russes critiquaient ouvertement les erreurs ou les fautes de leurs commandants, et qu'ils devraient être contents qu'il n'y ait pas de fenêtres peintes au front dont ils pourraient en tomber. Beaucoup des blogueurs de guerre russes connus sont en effet au front et vivent la guerre de très près, alors qu'ils s'adressent à un public qui ne connaît la guerre que par ouï-dire. La dernière émission de propagande avec Solovyov, qui reflète de toute façon une réalité alternative. Et d'après ce que j'en comprends, cela agace les blogueurs que l'image de la guerre soit complètement déformée dans leur pays. C'est pourquoi les gens perçoivent différemment les combats et la souffrance des soldats. Et sur leur plateforme sociale, ils appellent de plus en plus à ce que leurs soldats continuent de se battre et qu'ils ne fassent pas tant d'histoire. Et pourquoi ils n'ont toujours pas gagné alors qu'ils ne connaissent même pas la situation réelle au front. Les blogueurs affichent cela de plus en plus ouvertement, ce qui les rend impopulaires et offre une cible au Kremlin. Ce schéma est typique des systèmes autoritaires, en temps de guerre. Quand les succès tardent ou que des erreurs militaires de dirigeants impopulaires sont révélées, la propagande est purgée pour rétablir la discipline. Cela n'aide personne car, si l'on se débarrasse précisément de ceux qui soulèvent les problèmes au lieu de résoudre ces problèmes, on ne fait que s'en créer de nouveaux. Et cela ne m'aide pas non plus si d'autres chaînes de blogueurs de guerre sont bloquées. Parce que, dans le cadre de mes recherches approfondies, je me réfère aussi à des blogueurs russes et à leurs analyses, surtout à ceux qui reflètent réellement la situation sur le front. Et ce, sans des centaines de messages de propagande. 2 vidéos montreraient actuellement une explosion sur un gazoduc près d'Omsk. Le gouverneur de l'oblast a indiqué que l'incident a eu lieu sur une section souterraine du pipeline principal. Il n'y a pas d'informations fiables sur la cause et l'ampleur de l'incident. Les équipes d'intervention sont sur place, attirant un grand spectacle et les habitants des environs. Les conséquences possibles sont des chutes de pression dans le réseau régional et des perturbations temporaires de l'approvisionnement. Et bien sûr, cela va encore coûter cher, c'est certain. Vous trouverez les vidéos non censurées, comme toujours, sur ma chaîne Telegram. Vous savez comment YouTube réagit face au feu. Chez Procross, aucun changement visible dans la ville. Tout est comme ces 4 derniers jours, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Les Russes d'Ozan n'ont pas avancé davantage dans la zone nord, mais ils cherchent de plus en plus à dominer la zone sud ici et à la contrôler complètement un jour. Les combats opposent droite toujours russes et ukrainiens dans le centre. Qu'en est-il de la sécurité à l'est ? Cette zone ici, près de Novo-Ekonomizhne, est maintenant également dominée et contrôlée par les Russes. À ma connaissance, le village n'est pas totalement sous leur contrôle. Des combats s'y poursuivent. Ils essaient toujours d'atteindre Monorad par le nord ou l'est. Le bureau ukrainien sur les prisonniers de guerre indique que la Russie a forcé plus de 46 000 citoyens ukrainiens des territoires occupés à rejoindre ses rangs. Ainsi, près d'un soldat russe capturé sur 6 est en fait ukrainien. Cette pratique viole le droit international humanitaire, notamment la 4e Convention de Genève. En effet, celle-ci interdit le service militaire forcé dans les territoires occupés et augmente à la fois le nombre de victimes parmi la population civile ainsi que la complexité des futurs échanges de prisonniers. Mais cela pourrait bientôt changer, car j'ai récemment rapporté que les Russes avaient intégré les territoires occupés au commandement militaire du Sud. Cela signifie qu'à l'avenir, nous verrons une mobilisation d'Ukrainiens pro-russes ou de Russes qui ont émigré dans les territoires occupés. La chaîne aéronautique proche du Kremlin, Fighter Bomber, signale une attaque de missiles sur Voronej et parle de 3 à 6 projectiles balistiques, probablement des RIM, 2 ou d'un type encore inconnu. Si cela se confirme, ce serait la première frappe balistique à longue portée de ce type documentée depuis le début de la guerre. L'Ukraine collabore avec Firepoint, fabricant des Flamen Rose, sur ces systèmes, à savoir les missiles balistiques FP-7 et FP-9 qui peuvent correspondre à ce profil. Les preuves sur le nombre, le type et l'impact manquent encore, mais militairement, une telle utilisation serait importante.
Il teste la défense aérienne russe à l'arrière, élargit l'arsenal ukrainien au-delà des missiles et drones et force Moscou à déplacer ses défenses de la ligne de front vers l'arrière. Jusqu'à la vérification, cette évaluation reste donc provisoire. Je ne l'ai que dans le rapport de situation, inclus car Fighter Bomber est une chaîne russe très fiable, surtout lorsqu'il s'agit de frappes sur leur propre territoire ou de leurs propres pertes. Petit complément. De plus en plus de chaînes rapportent cette attaque avec un nombre croissant de photos et vidéos. Celles-ci proviennent des régions de Belgorod et de Voronej. Ces traînées dans le ciel ne proviennent pas d'un missile balistique, mais de la défense aérienne. Les Russes confirment néanmoins l'attaque et annoncent que tout a été abattu. Ils pourraient avoir raison car seules des photos et vidéos des mesures de défense existent actuellement sans aucun rapport d'impact. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Un remerciement particulier va comme toujours à l'équipe de l'Algu, aux membres de la chaîne et surtout au lieutenant-colonel Réniquet. Merci de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine mise à jour.